Sur la voie, les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie. L'agréage isolé, mais passe la lumière et confiance en la vie, en la force de tes rêves. Plus un ange à l'épaule, présent si tu le cherches quand le cœur ne fait qu'un. Avec l'esprit et le geste, le grand jour se prépare. Ne vois-tu pas les signes, l'amour n'existe pas. C'est juste la fin des cycles, cette fin se dessine. L'humain se décime, espoir indique pour les Pléiades nous désigne. Lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être. Dépasse Babylone, réussite de mystère. Rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse. Enfant du quitte au sol, comprendre les lignes. Comprendre les lignes. Enfant du quitte au sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les Pléiades nous désignent. Comprendre les lignes. La vie est grande, mon cœur. Désobéissance, la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous. La haine qui nous saute sous bras, l'humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière s'y trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Plus de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne. Car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. S'essouffle ce temps, une odeur de soufre. La faim se ressent, la bête en voûte. La foule, les symboles s'inversent, se confondent des obsèques. L'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terra, l'agonie. Je me sens dépositaire d'un précieux fragment de vie, avec toutes les responsabilités que cela implique. Je me sens responsable du sentiment grand et beau que la vie m'inspire, et que j'ai le devoir d'essayer de transporter intact à travers cette époque pour atteindre des jours meilleurs. Etty Hillesum, 21 juillet 1942. Etty, pendant 3 ans à peu près, va écrire un journal qui est aujourd'hui entièrement publié. Il y a eu un certain nombre d'extraits qui ont été présentés sous des titres, notamment Une vie bouleversée, et puis il y a eu ces lettres aussi de ce camp d'internement avant Auschwitz. La réalité, pour elle comme pour beaucoup de gens, je veux dire, les camps, ils n'étaient pas visibles. Hein. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Elle dit, l'Europe est un immense camp de concentration. Comment cet individu, non seulement retrouve des forces pour sa vie en tant que femme, mais aussi des forces pour vivre, des forces pour résister à l'immonde, et aussi pour éventuellement se tourner vers les autres, partager avec les autres, s'ouvrir aux autres, avoir de la place pour les autres, enfin donc être dans une tension avec l'autre qui montre qu'elle a pu sortir de son moi, qu'elle a pu parvenir à ce que j'appelle, dans le dernier chapitre de mon livre, sa révolution psychique. On a tous brouillonné, en tout cas dans nos vies, et comment elle arrive à sortir de ce brouillon par le haut. Et ce parcours qui va du charnel au spirituel, moi j'y suis très sensible, et j'écrivais déjà sur la question du désir, mais au sens très large, et notamment sur cette ligne qui va de la terre vers le ciel. Et donc, Etty m'est apparue non seulement comme une sœur jumelle sur le plan personnel, mais aussi comme un symbole en fait de ma recherche artistique. J'ai essayé, dans un livre donc, que Jean-Pierre a évoqué, Sagesse concordante, de montrer comment les messages de Etty Hillesum, Prajnapada, Krishnamurti et Vimalataka convergeaient. Elle est étonnée de se rendre compte que la saloperie humaine, elle l'a en elle. C'est pas la saloperie des autres. Et que c'est en éradiquant la saloperie en soi qu'on devient d'une certaine manière capable, non pas de supporter les passages à l'acte
de ceux qui font pas ce travail, justement. Mais d'une certaine façon, d'y être relativement indifférent. Pour être sensible à d'autres dimensions plus exaltantes de la vie. Et dans ces écrits, vous trouvez le récit de ce que signifie résister. Résister à l'oppression, résister au malheur, résister les yeux ouverts à la mort qui s'avance et qu'elle voit. Elle ne s'aveugle pas une seule minute et elle se rend compte que pour elle et que pour les siens, c'est la mort qui est au bout des rails, peut-on dire. Je sais fort bien à quoi je dois m'opposer. Ne pourrait-on apprendre aux gens qu'il est possible de travailler à sa vie intérieure, à la reconquête de la paix en soi, à continuer à avoir une vie intérieure productive et confiante, en passant par-dessus la tête des angoisses et des rumeurs qui vous assaillent. Ça, c'est le 29 septembre 1942. Cette lettre, Etty, à toi destinée, sera un peu plus longue que ta dernière carte jetée au vent, depuis le wagon qui t'emportait vers le camp d'Auschwitz. Ton geste témoigne encore de ta confiance en l'être humain. Quelqu'un la trouverait, elle parviendrait à son destinataire, elle serait lue. Et c'est arrivé ainsi. Tes écrits, comme des lettres ouvertes, continuent de nous parvenir, plus que jamais, partout où des hommes se souviennent du lieu de l'humain en eux. C'est une bataille qui commence, dans laquelle nous sommes tous engagés. Et finalement, c'est un bel enjeu. On peut pleurnicher sur le fait qu'il n'y a plus d'idéaux, qu'il n'y a plus de valeurs. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que nous sommes engagés dans une très belle bataille, compliquée, difficile, qui implique chacun de nous, qui ne repose pas sur une délégation, mais sur notre responsabilité à nous, à chacun d'entre nous, et qui a pour enjeu, bien sûr, l'altérité, la singularité, la dignité, mais aussi la souveraineté de l'humain. La souveraineté de l'humain, c'est peut-être ce que nous avons à inventer. Nous avons avec nous ce matin les élèves du lycée Jean Renou de la Réole, accompagnés par Valentine Cohen. Valentine Cohen est metteur en scène et directrice de la compagnie Matamalam. Elle mène un projet intitulé De mémoire d'homme, qui s'articule autour de textes et d'un spectacle sur Etty Hillesum et d'ateliers intergénérationnels. Ce travail sera présenté le 27 janvier devant sur le parvis de la synagogue, de la grande synagogue de Bordeaux, et au Fort d'Ivoire pour la journée européenne des commémorations du génocide. Voy a cantarle por verba la pena del amor mío. Voy a cantar una nana para dedicarse la vie. Génocide. Organiser la destruction totale d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La première génération, si on parle, on transmet l'horreur en pleine tête. C'est-à-dire que là, j'ai plein de documents, plein de situations où racontant l'horreur des gens, des survivants, les revenants d'Auschwitz, les fantômes revenants d'Auschwitz, ont transmis le trauma dans la tête de leurs enfants. La plupart des Juifs se sont tus. Et en se taisant, ils transmettaient une sensation d'étrangeté, d'angoisse dans la tête de leurs enfants. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que si on se parle, on transmet l'horreur, si on se tait, on transmet l'angoisse. D'où la nécessité
détourne par le tiers des historiens, le tiers des romanciers, le tiers des cinéastes, le tiers de tous les porte-paroles qui, eux, peuvent permettre d'élaborer quelque chose que je n'ai pas été capable d'élaborer quand j'étais enfant. Dans mon autre souvenir, c'était 3 marches. C'est 1, 2, 4, 5, 6. Pour un enfant, c'était des grandes marches. Et avec l'émotion que j'avais, c'était des marches immenses. Alors qu'en fait, c'est pas non plus 3 marches au-dessus comme je l'ai écrit dans le livre. C'est des vraies marches. C'est fou la mémoire. Hein. Comment on répond à la mémoire, on ne répond pas à la réalité des faits. C'est-à-dire qu'au moment de la blessure, on n'est plus un sujet. Au moment de la blessure, on est emporté par des gens qui nous arrêtent, qui nous tuent, On n'est plus un sujet, on n'est plus maître de son monde intime, ni du monde autour de soi. Et si on reste prisonnier, on a perdu sa liberté. C'est-à-dire qu'on n'est plus des êtres humains, on est tué, cassé, enfermé. Et à ce moment-là, s'il y a un espace de liberté qui est là-dedans, et si on peut trouver le moyen d'en faire une production, soit de pensée, de compréhension, soit d'écriture, soit de peinture, chacun fait ce qu'il sait faire, ce qu'il est capable de faire, à ce moment-là, on redevient acteur, on redevient propriétaire de son monde intime, et on redevient acteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'est plus l'objet, on n'est plus la chose bousculée par la tragédie, on redevient acteur, on reprend un peu de dignité et un peu de liberté. Et moi je crois que c'est pour ça que tout le monde écrivait à Auschwitz, alors que c'était puni de la peine de mort. Il n'y avait pas de papier, et les gens qui étaient surpris en train d'écrire étaient abattus sans jugement, hein, puisque à Auschwitz il n'y avait pas de jugement, les gens étaient tués comme ça et laissés par terre. Je m'appelle Eddie. L'amour de soi ne passe pas par la haine des autres. Oui, vous vous souvenez qui c'est qui l'a dit celle-là? C'est Eddie. Non, c'est Etty, avec 2 T. Ah, Eddie. Ok? Je m'appelle Etty, s'il vous plaît, pas Eddie. On se fait l'amour de soi. 3, 4. L'amour de soi ne passe pas par la haine des autres. Ok. Tous ensemble une dernière fois. 3, 4. L'amour de soi ne passe pas par la haine des autres. Lundi 10 mars 1941, 9h du matin. Eh bien, allons-y. Vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à ce candide morceau de papier quadrillé. Lundi 10 mars 1941. Eh bien, allons-y. Vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à ce candide morceau de papier. Je m'appelle Etty et je suis juive et je commence mon journal. On aurait pu croire qu'après la dernière guerre mondiale, 47 millions de morts, qui dit mieux, hein, je ne parle pas des 6 millions de juifs, 47 millions de morts, c'est quand même pas mal. Et on aurait appris quelque chose, ben rien. Il y avait Cambodge, il y avait Rwanda, et ainsi de suite. Je m'appelle Ritipan, je suis cambodgien, j'avais 13 ans. Les premières semaines, nous ne nous sommes pas inquiétés des disparitions. Nous ne savions rien du pays, de nos familles. Je vivais entre les enfants et les adultes, entre les vivants et les morts. J'ai vu des choses qu'il est impossible d'oublier. J'en rencontre ici pour une raison simple. Il faut comprendre et se souvenir. Ne pas renoncer au nom de la bienséance. Nous avons tous, que ce soit des Zoulous, des Juifs, des Brésiliens, peu importe, nous avons tous intégré les 10 commandements. Tous. D'ailleurs, en vérité, on n'aurait même pas besoin des constitutions dans chaque pays, les 10 commandements suffisent. Tu ne tueras point. Il n'y a personne dans le monde pour dire tu tueras. Tu tueras. Tu ne tueras pas, dit la loi. Eux, ils ont dit tu tueras. Tu tueras ton voisin, ton filleul, ton neveu. Tu tueras ta femme et la femme de ton frère. Tu les tueras tous quand je te donnerai le signal. Quand je te dirai le travail peut commencer. Tu les massacreras, les petits comme les vieux, les grands, les clairs, les foncés. Tu les tueras jusqu'au dernier. Tu tueras et ce sera un acte civique. Tu auras mérité de la patrie.
Dans la société du crime, les assassins sont respectés. Ceux qui ont enseigné cette loi, nous les connaissions, nous leur obéissions. Il y a du reggae dans mon blues, la gang dans ma loose, du rhum dans ma bossaille, c'est très bien comme ça. Mon kiné est chinois, mon dentiste renois, mon chirurgien malien, crois-moi ça ne change rien. Tu as peut-être comme voisin quelqu'un qui vient de loin, il y aura toujours une place dans nos rues, dans nos impasses. On n'a peut-être pas la même France, on n'a peut-être pas la même chance. Génocide. Organiser la destruction d'un groupe national, ethnique, religieux ou racial. Atteinte volontaire à la vie. Contrôle des naissances. Transfert forcé d'enfants. Organiser la destruction totale ou partielle d'un groupe. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc vous savez qu'en 1933, l'Allemagne traverse une crise économique et sociale importante. Toute l'Europe, mais particulièrement l'Allemagne. Ce pays va mal, il n'y a plus d'argent, il y a beaucoup de chômage. Alors les raisons, c'est la défaite de 14-18, vous savez, qui a endetté l'Allemagne, mais surtout la crise économique des années 30, qui va surendetter ce pays. Et donc cette population, en plein désarroi, va se radicaliser, se tourner vers un petit parti d'extrême droite, le NSDAP, en fait, qui est le parti nazi, qu'à la tête de ce parti, cet homme, vous le reconnaissez, oui, Hitler, qui va donc arriver au pouvoir de façon légale, c'est-à-dire, pas par la force, mais suite à des élections. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. L'effrayant, c'est que des systèmes, en se développant, dépassent les hommes et les insèrent dans leurs poings. Leurs auteurs, aussi bien que leurs victimes, de même que de grands édifices de tours, pourtant bâtis par la main de l'homme, s'élèvent au-dessus de nous, nous dominent, peuvent s'écrouler sur nous et nous ensevelir. Quelques jours après mon arrivée au collège de la pension, on a appris que papa avait été arrêté par les gendarmes français. Il avait été arrêté, il avait été de camp en camp, de camp en camp, puis il était arrivé à Drancy. Et un jour, maman refuse le chocolat qu'on lui donnait pour papa. Et là, mes sœurs et moi, on a compris tout de suite que papa avait été déporté par le convoi du 25 mars, qui est un convoi qui n'est pas allé à Auschwitz, qui est allé à Sobibor. Vous n'avez jamais dû entendre parler de Sobibor. C'est un de ces camps qui est un camp d'extermination. Or, la différence entre les camps de concentration et les camps d'extermination, c'est que dans les camps d'extermination, on envoyait tout de suite les gens à la mort. Tout de suite. Alors, on va donc parler de ces Waffen-SS. Waffen, ça veut dire armée. D'accord? Donc ce sont des SS, puissance 10, 20, on va dire. Ce sont des criminels. On décide de rentrer dans la Waffen-SS. D'accord? Donc on sait ce qu'on fait quand on va dans la Waffen-SS. Ou du moins ce qu'on veut faire. Et donc ces Waffen-SS sont composés de plusieurs divisions, 38, dont la division d'Asreich qui est venue ici. D'accord? Et si vous voulez, ils sont en train de composer une espèce d'armée parallèle à l'armée allemande, qui est la Wehrmacht. Et eux, leur sale travail, c'est d'éliminer les populations civiles. Vous comprenez? Il faut imaginer la Wehrmacht, si vous voulez, qui se bat de soldat à soldat. Et parallèlement à ça, des Waffen-SS et des Einsatzgruppen. Vous avez parlé un petit peu de ça, non? Ces commandos? Non. Voilà. Et c'est ce que vous montre ce film, qui a été fait par les nazis eux-mêmes, où vous voyez que ce sont des tueries, des massacres à ciel ouvert.
en pleine journée, à côté des villageois. A suivi, à cette chouette par balle, les premiers camions à gaz et puis les chambres à gaz, où ces nazis éliminaient un maximum de gens sans cette fois-ci ne plus rien voir, si vous voulez. Et donc tous ces documents vous montrent ce qu'ont été ces massacres pendant cette Seconde Guerre mondiale. Je n'ai plus de haine contre eux. Mais je n'oublie pas. Rappelez-vous ce qui a été fait, d'ailleurs avant moi, ce qu'on a toujours dit à l'association, pas de haine, pas d'oubli. Vous savez que des notions de crime ont été définies, de crime contre la paix, contre l'humanité et crime de guerre. Ici, à Oradour, ça a été défini comme un crime de guerre. C'est aussi matière à réflexion, parce qu'ici, c'est une partie de l'humanité qu'on a massacrée, une population civile. Et aussi le problème de la responsabilité de ces jeunes gens, de ces malgré nous, si vous voulez, ou de tout soldat qui dit que s'il ne répond pas à un ordre, s'il refuse un ordre, il sera lui-même tué. C'était leur défense. C'est la conscience de la désobéissance. Voilà, absolument. Donc voilà. Voilà aussi ce que donne une dictature. C'est ce qu'il faut retenir, je crois. Que, voilà, il faut fuir les dictatures, il faut les anéantir, parce que voilà ce que ça donne, quoi. My name is Peggy Martineau. Imemie Mirka Kakje. Imemie Elvis Bergiak. My name is Barbara Hammer. My name is Nelson Mandela. My name is Valentine Zimoun. Imemie Janja Srečka. Mi chiamo Giuseppe Abraham. 3 July 1942. Yes, I am still at the same desk, but it seems to me that I have to draw a line under everything I wrote till there and continue in a different tone. I must admit a new insight into my life and find a place for it. What is at stake is our impending destruction and annihilation. Öffne die heutige Kundgebung, indem ich Sie etwas herzlichste in der deutschen Stadt Prag, im Protektorat Böhmen und Mähren, als einem Teil des Großdeutschen Reiches grüße. Die Wiederaufnahme alter, abgebrochener Beziehungen und Verbindungen zum Deutschtum wurde durch die Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft des Protektorates ergänzt. Damit konnte altes Unrecht, das an den Deutschen dieses Raumes durch Jahrzehnte verübt wurde, teilweise wieder gut gemacht werden. Zum ersten Mal in der Geschichte Europas werden nun aber auch ungeheure Kräfte des Ostens, der immer nur als Werkzeug der Verschwörung dass die Bevölkerung der Ortschaft liegt bei Glasgow.
normal, regular, ordinary village, but with a very tragic destiny. Its wheel of fate started turning on the 27th of May 1942 when Czech soldiers made an attempt to kill the Reichsprotector, Reinhard Heydrich. The Nazis were furious and they did anything to find and to discover who it was, who were the people, who were the soldiers who killed their hero. It was decided in Berlin that one village connected or associated with the death of Reinhard Heydrich will be destroyed, deleted from maps. All men will be killed, all women will be transported to concentration camps. Children suitable for Germanization will be transported to Germany and the rest will be killed. The village chosen, the one village chosen was the Ledice village, and the result you can see behind my back. If you have questions? No? Well, so we can continue our tour. Pose-moi la question. À moi. Jusqu'où va la folie humaine? Pagaille dans leur tête. Comment dire tout ce que j'ai entendu? Tous ces gens dans l'ignorance, la naïveté, pulvérisés à jamais avec la révélation au dernier moment. Certains ont échappé à leur fin. Prédestinés par un seul homme. Ont-ils abandonné les leurs? Je pense à toutes ces jeunes personnes de mon âge qui ont été tuées. Alors qu'ils ignoraient tout de la vie, de l'amour, de l'amitié, qu'ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves ni leurs projets, qu'ils avaient en pagaille dans leur tête. Tout cela s'est écroulé subitement. Tout cela parce qu'ils étaient juifs. Comment avons-nous pu laisser faire toutes ces choses? Espérons que cela n'arrive plus jamais. Des fois, je me demande pourquoi nous sommes sur cette terre. Cette nuit, je vais habiller des bébés, tenter de calmer des mères. Et c'est cela que j'appelle porter secours. Je pourrais me mentir. Nous savons très bien que nous abandonnons nos malades, nos pensionnaires sans défense, à la faim, au froid, au dénuement, à l'extermination. Et pourtant, nous les habillons nous-mêmes et nous les emmenons nous-mêmes jusqu'aux wagons à bestiaux. Mais que se passe-t-il donc? Quelles sont ces énigmes? De quel fatal mécanisme sommes-nous prisonniers? Nous ne pouvons nous tirer de ces contradictions en disant que nous sommes tous lâches. Nous ne sommes pas si mauvais. Nous nous trouvons ici, face à des questions plus profondes. Donc on part de deux principes simples. Un, c'est que ce qu'on appelle le progrès, c'est un progrès technologique. L'homme ne change pas. Il s'adapte à chaque fois à une révolution technologique. Mais il y aura toujours un petit Roméo pour dire je t'aime à la petite Juliette. Il y aura toujours un Othello jaloux. On n'est pas obligé de tuer pour autant. Il y aura toujours un homme ou une femme comme Macbeth qui auront soif de pouvoir. Ça, c'est éternel. Donc, à partir de là, on juge et on se choisit un chemin sur lequel on veut marcher. Je m'appelle Sabrina. En apprenant à connaître ses forces et ses faiblesses et à les accepter, on accroît sa force. Silence. Silence. Moment pénible, barrière presque infranchissable pour moi. Je comprends Etty et je sais ce que ça fait de se sentir rejeté. Je pense à tous ces gens qui ont été asphyxiés, brûlés,
Tout ça régi par un seul homme qui se prenait pour Dieu. Je souhaite, dans ce texte, lui dire ces quelques mots. Je t'aime, mamie. Je voudrais m'échapper. Je n'ai jamais connu mon père. Pendant tant d'années, je me suis laissé faire. Aujourd'hui, je raconte mon histoire. Je ne vois qu'une seule solution, vraiment une seule. Il n'y a pas d'autre issue. Que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. Eh bien, allons-y, je connais une mamie. Elle a 99 ans et je ne sais pas si je dois lui parler de la guerre ou pas. J'ai une première question, c'est avez-vous déjà parlé à vos enfants et petits-enfants de la Deuxième Guerre mondiale? Ouais. Pourquoi? Ouais. Ben, pour ceux qui diront non, ben, pour la fin, j'avais trouvé, après cette interview, serez-vous prêt à le raconter à votre entourage? Ça va? Ben, c'est quand même intéressant, oui. Oui. Je sais pas, mais moi j'ai pas confié un secret à un inconnu Enfin, quelque chose que j'ai pas confié à ma famille, à un inconnu, donc... Mais justement, si tu le dis à quelqu'un que tu connais pas, il va pas forcément te juger parce qu'il te connaît pas. Alors que si tu le dis à ta famille, il risque de penser des trucs de toi, alors que c'est pas forcément vrai. Des fois, c'est plus compliqué de le dire à des gens que tu connais qu'à des gens que tu connais pas, je trouve. Est-ce que vous avez aidé à la déportation de certaines personnes? Est-ce que vous vous êtes battu un petit peu contre ce qui se passait? Saviez-vous... Mais oui, parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, après avec la peur. Saviez-vous ce qui se passait dans les camps ou juste avec les juifs? Savez-vous à quoi ressemblaient les centres d'extermination? Si oui, à quoi? Que pensez-vous du racisme envers les juifs? Un souvenir particulier vous a-t-il marqué? Si oui, quoi? Après cette interview, serez-vous prêt à le raconter à votre entourage? C'est super, c'est costaud, c'est bien vos questions. Là, il y a une question de Quentin. Savez-vous à quoi ressemblaient les centres d'extermination? À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui savait ce que c'était. Et puis, après, il dit si oui, à quoi? S'ils savaient, ils n'ont peut-être pas envie d'en parler parce que c'est marquant. Alors, mais ça, c'est juste, c'est ça que je voulais vous dire aussi par rapport aux questions que vous avez écrites qui sont passionnantes. Il va falloir, en plus, que vous soyez délicat. Oui, parce que si on balance comme ça d'un truc comme ça, comme si nous on s'en fichait, eux ils vont dire eux ils s'en fichent alors que nous on l'a vécu, sont incompréhensibles, puis après ils vont pas, ça va pas leur donner trop envie de répondre aux autres questions vu. Ils vont se renfermer après. Si on pose des questions pas très délicates comme ça, ils vont se renfermer, ils voudront plus répondre à la suite, parce que peut-être que ça va leur faire revivre des moments qu'ils n'ont pas envie de revivre. Exactement, Jeanne. Parce que je pense que ça me fait plaisir d'interviewer mon grand-oncle. Ouais. Merci à toi. Voilà. Puis aussi, ça me permet de savoir ce que toi tu as vécu. Parce que je sais pas. C'est un petit peu, mais pas trop quand même. Je n'avais pas encore 9 ans quand à la déclaration de guerre. Donc j'étais quand même un gamin en culotte courte, comme on disait. Quel a été l'élément qui vous a fait comprendre que c'était la guerre? Mon père a été immédiatement mobilisé. Ben, vous savez, c'est la mobilisation. Tous les soldats étaient mobilisés, tout le monde, il y avait plus d'hommes, il n'y avait plus que des femmes. La mobilisation générale, le départ de l'être cher, quoi. Je revois mon père nous dire au revoir, et il y avait des larmes dans le foyer, quoi. Je vois ma mère qui pleurait vraiment, quoi. Mon père avait quand même la larme à l'œil. Et puis moi, tout gamin, évidemment, je pleurais. Dans les foyers, c'était ça, quoi. Ce départ-là était quand même assez bouleversant. Oui. Quand on a écouté le maréchal Pétain, qui disait qu'il s'était adressé aux Allemands pour arrêter la guerre, mon père était en proximité et j'ai constaté qu'il pleurait. Évidemment, très jeune, j'étais très ému par cette situation. Et devant ça, j'ai bien compris pourquoi, j'ai décidé que c'est pas possible qu'on laisse la France occupée comme ça, sans apporter une réaction quelconque, qu'elle sera ce qu'elle sera. Mais je prenais la décision déjà d'envisager de faire quelque chose dans la mesure où ça nous serait donné les possibilités. Qu'est-ce que c'était la résistance?
Qu'est-ce que c'était la résistance? Des gens qui ne voulaient pas se soumettre à l'allemand. Oui, je réfléchis parce que vous me posez un brûlot pour point. Mais la résistance, c'est quelque chose où quand les gens sont contre un ordre établi. L'ordre établi, c'est que quand les Allemands ont occupé la France, il y a eu un gouvernement qui était très proche des Allemands. On pourrait dire collaborateur. C'est ce qu'on appelait le régime de Vichy, avec à sa tête le maréchal Pétain. La résistance, donc, c'était les gens qui avaient voulu conserver liberté, égalité, fraternité, alors que le nouveau gouvernement que nous avions à Vichy avait effacé liberté, égalité, fraternité, et il y avait travail, famille, patrie. Et cette organisation, cette forme de gouvernement était très autoritaire. Vous savez que Hitler, Mussolini, Staline et bien d'autres étaient des dictateurs. Bon, eh bien, c'était un peu le principe de Vichy. Peut-être un peu moins fort, mais enfin, c'était ça. Mais sur le terrain, l'armée régulière avait été battue en 1940. Donc il fallait trouver une autre formule. L'autre formule, c'était la résistance, c'est-à-dire la clandestinité. Les Allemands aujourd'hui sont nos amis, les Anglais aussi, longtemps étaient nos amis. Mais en 1940, un bon Allemand était un Allemand mort. D'après vous, combien y a-t-il en pourcentage de résistants en France? 50, donc elle avait 6%. J'essaie de ça fait 33%. C'est trop. Mais en quelle année c'est ça? On va dire en 43, 44. 25. 18. C'est encore trop. 3. 2. 1. 2%, ah ouais. Ah, ça casse le mythe. Ça casse le mythe. 2% de résistance. La résistance recrue. Maintenant? Ouais. Oui, je tiens. Vendredi 11 février 2011. Eh bien, allons-y. La cruauté de l'homme n'a aucune limite. Jusqu'où va la folie humaine? Pourra-t-on l'arrêter un jour? Pourra-t-on, ne serait-ce qu'un jour, un seul jour, où tout s'arrêterait? Un jour où toutes les mauvaises choses n'auraient existé. Comme la guerre, par exemple. Elle qui, par exemple... À quoi mes maîtresses règles? Je me le demande. Si j'avais en poche mon ordre de réquisition pour l'Allemagne, avec la perspective du départ dans une semaine, suppose que cette carte arrive demain. A parte questi, diciamo, estremismi, no? Di gruppi che vogliono magari neonazisti o cose di questo tipo, poi le dice pensiamo anche alla vita quotidiana, no? All'atteggiamento razzista, no? Forse i genitori sono razzisti in questo posto. Come si può iniziare queste cose? Malattia mentale. Ok, ma c'è molta gente allora oggi che sono malate mentali ancora, no? Non quanto lui, non quanto Hitler. Sì, ma Hitler non era da solo, non era da solo per fare questa cosa. Una persona non può assassinare 6 milioni di persone. Sì, vedo, sì. C'è tutto un sistema che si è costruito, con questo e con l'odio dell'altro. Come inizia l'odio dentro di noi? Cioè non viene da me l'aggressione. Si è provocata da qualcun altro. Ho capito, può essere pure provocato da qualcun altro, però se io reagisco viene da me, so io che decido di reagire. Chiaro. Non un'altra persona mi reagisce, se non voglio fare non lo faccio, se non voglio fare lo faccio. Questo
sono le parole di Eti. Così. E trasmetterà a noi. Sì. Ti chiedevo di leggere il suo in piedi. Ah, in piedi, Sì. lo mette in piedi. Sì. E ne tornarono pochissimi. Il suo amico era morto e quando me lo disse ci rimasi malissimo. Pensare che l'amico di nonno ha salvato la vita a mio nonno mi farà brividire la pelle. E un po' più lontano e anche francese vanno a capire. Un po' più lento. Un po' più lento. Voglio a leggerlo perché... Pensare che l'amico di nonno ha salvato la vita a mio nonno mi farà brividire la pelle. Et je pense, elle a pensé que cet ami avait fait que ça lui avait sauvé à elle sa vie. Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. Parfois, je parviens à l'atteindre. A volte riesco a raggiungerla. Mais plus souvent des pierres et des gravats obstruent ce puits. Più sovente essa è coperta da pietre e sabbia. Et Dieu est enseveli. Allora Dio è sepolto. Alors, il faut le remettre au jour. Allora bisogna disotterrarlo di nuovo. Non siamo stati soltanto noi a collaborare a questo progetto in Italia. Questa mattina c'è stato un workshop frequentato da ragazzi delle scuole superiori, molto frequentato e molto partecipato, sulla capacità, non soltanto su Attillesum, ma anche sulla propria capacità di scrivere un diario, di confidarsi, confrontarsi. E questo è stato possibile grazie ovviamente a Madame Alam, ma anche e soprattutto direi a un'associazione che si chiama Storia di Mondi Possibili, diretta da Andrea Chantar, che invito a raggiungermi. Oui, c'est vrai. On se retrouve tout simplement avec un destin au lieu d'une vie. Et c'est cela le grand changement de l'année écoulée. Mi chiamo Violaine Dumoulin. Mi chiamo Antonio Iaccarino. Je m'appelle Mahatma Gandhi. Je m'appelle Rainer Maria Rilke. Mi chiamo Salvo d'Acquista. We are the world. Encore. We are the children. Magnifique. We are the ones to make a better of day, so let's start giving. Qui d'après vous, sont certains hommes, certaines femmes qui ont compté dans l'idéal qu'on peut avoir en tant qu'être humain et qui ont aidé Martin Luther King. Ouais, qui Mais pourquoi Mandela? Il avait le courage, il avait aussi l'espoir. Ouais. Et le combat représente le combat contre la vie. Le combat pour la vie. Le combat pour la vie. Absolument, ouais. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'essayer de changer le monde ou pas? Comme il est parti, en fait, on est déjà tous morts. Attends, alors, juste parce que franchement, si on n'entend pas, c'est un peu dommage de ne pas avoir vos pépites. Non, je disais qu'on était déjà tous morts, donc ça sert à rien de mort. T'es mort, toi? Dans bientôt. Ouais, bah moi, le temps de vivre, j'ai pas envie de le passer comme un légume transgénique, tu vois. J'ai envie d'essayer de penser et de prendre plaisir à vivre et de porter des choses qui sont mes intuitions. Et t'as pas un peu envie de ça? Mais il s'en fout. Ouais, voilà. Mais ici, on n'est pas assez, c'est dur. Si on n'est pas? On n'est pas assez à penser pareil. Mais là, ils pensent de manière, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Là, on est déjà une bonne vingtaine. Et puis, quand il y en a un qui dit Mandela ou Martin Luther King et tout, j'entends pas de gens
qui soient foncièrement pas d'accord avec ça. Est-ce que quelqu'un est foncièrement pas d'accord avec le fait que ces gens-là aient contribué à l'humanité, la responsabilité d'être humain? Bah ouais. Donc ça veut dire, tu vois, par rapport à ce que tu dis, le fait qu'on n'est pas beaucoup, on est peut-être plus qu'on l'imagine. Si on essaye de valoriser en soi cette part-là, que chacun d'entre nous, a priori, a envie de chérir, même si vous n'osez pas le dire en société ou devant les autres, etc., mais que c'est quand même la part qu'on aime. Tu vois, quand tu disais il s'en fout, je crois pas qu'il s'en fout, parce qu'on a un peu chacun l'instinct de l'amour. Que ce soit pour une fille, un gars, ça commence là, quoi. On ne naît pas sans cette capacité d'aimer. Et à partir... Vas-y. Mais madame, est-ce que vous croyez qu'une vingtaine d'élèves qui sont au lycée Clénat vont changer le monde? Oui. Sincèrement, oui. Voilà. Si je fais ça, d'accord, je peux muscler mon corps, ok? Mais en même temps, si je muscle pas mon âme, ça veut dire que quelque chose reste en retrait. Donc, oui, je crois. Et j'adore ta question. Ah, mais si on s'ouvre trop, après, ça va nous attirer des ennuis. Certes, tu vas avoir des ennuis, ouais. Mais de toute façon, t'en auras. D'ailleurs, tu m'as dit, j'y crois pas. Et je trouve que c'est vraiment important d'entendre ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Et après, le coup de tête, alors? Hein? Le vide. Et puis après le vide. Moi j'adore ça. Et l'autre fois, avec Erwin, on est allé interviewer un psychanalyste. Psychanalyste, c'est quoi? Psychologue. Ouais. Hein? C'est un psychologue. Non, c'est un psychanalyste, c'est pas un psychologue. Mais dis, sors ta voix. J'ai dit c'est un psychologue. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi, psychologue? La manière de penser des gens. Ok, c'est ça. Et du coup, par rapport à ce que dit David, j'adore parce qu'il nous a dit chacun a en soi une part de vide. Nous y sommes là dans la part de vide de David. Et il nous a dit, et en fait, on va tous les uns vers les autres comme si l'autre était plein. Toi, t'es résolu. Résolu dans le sens, t'as sûrement trouvé la solution. Moi, il y a ma zone de vide que David exprime aujourd'hui, que je partage avec lui. Et en même temps, en fait, il disait, si on allait tous les uns vers les autres, en essayant de sentir que l'autre être humain en face de moi, eh ben, il a cette zone comme ça, plus sombre, qui ne comprend pas, qui lui échappe, qui lui donne le vertige parfois. Du coup, on serait beaucoup plus dans un échange réel. La mort, tout ça, le réel, c'est d'une façon assez étrange, finalement paradoxale, c'est ce qui ouvre l'espace de l'amour. La mort? De l'amour. Oui, mais la mort? La prise en considération de la mort, ouais. La prise en considération de ce trou, c'est-à-dire la perception de ce trou, de ce puits en nous, nous fait appréhender l'autre en tant que chez lui aussi il y a ce trou. Parce que névrotiquement ou légèrement, si vous voulez, nous abordons les autres comme si ils étaient pleins. Comme s'il n'y avait pas de trou chez eux. Et donc on ne peut pas les aimer. Je peux aimer que quelqu'un chez qui je sens cette fraternité, peut-être celle qui est appelée dans le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », cette fraternité du trou à trou. Hein? Chacun sa nuit, comme on dit dans les évangiles, je crois. Hein? Mais si on n'a pas la perception de la nuit de l'autre, c'est qu'on n'a pas eu la perception de sa propre nuit. Or, aimer, c'est justement être rivé à cette reconnaissance, à cette prise en considération de cette dimension. Je dois aussi saluer vos regards, là, parce que dans vos regards, il y a 1, 2, 3 points de suspension. Et en fait, c'est exactement cette attitude d'ouverture dont vous allez avoir besoin
pour recevoir demain l'impression du spectacle. J'entre. J'erre dans des couloirs, des pièces. Dans chaque maison, l'aménagement est un peu différent. Et pourtant, elles sont toutes semblables. Je te le promets, mon Dieu. Je te le promets que je te chercherai un toit dans le plus grand nombre de maisons possibles. Je me mets en route pour te chercher un toit. Je vois. Vous n'êtes pas sur la liste. Je veux partir quand bon me semble à moi. Allez, je vois. Nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir. Sinon nous allons devenir folles. Puissais-je être le cœur pensant de cette baraque? Je voudrais être le cœur pensant de tout un camp de concentration. Je vois. Je m'appelle Eddie. Toutes mes impressions sont là, comme des étoiles comme des étoiles scintillantes sur le velours sombre de ma mémoire. L'âge de l'état civil n'est pas celui de l'âme. Je pense qu'à la naissance, l'âme a déjà atteint un certain âge qui ne change plus désormais. Mais on peut naître aussi avec une âme de 1000 ans. Il y a des enfants de 12 ans chez qui l'on voit très bien qu'ils ont une âme de 1000 ans. Je crois que l'âme est la part de l'être humain la plus inconsciente. L'âme est bien autre chose que ce que nous appelons le tempérament. Il y a des personnes qui ont beaucoup de tempérament, mais bien peu d'âme. Valentine vous a parlé de tout le travail qu'elle fait, cette femme qui a vécu donc, et qui est morte à 29 ans à Auschwitz. Mais tout ça, c'est pas facile pour elle. C'est pas un acquis. C'est-à-dire qu'elle découvre via l'écriture les forces vives dont elle dispose. Ça lui coûte quelque chose. Et ce qu'elle découvre au fur et à mesure, c'est ce pourquoi elle est faite. C'est son destin, quelque part. Elle découvre, plus elle avance et plus elle écrit, plus elle va loin dans ce chemin-là d'écriture et d'introspection, plus elle peut accueillir le monde extérieur. Et puis c'est aussi un moment, ces années-là, où il y a la découverte de la psychanalyse. Donc elle fait un travail de psychothérapie avec un psychologue assez singulier. Et c'est grâce à lui qu'elle se met à écrire ce journal et qu'elle arrive à prendre un peu le pas sur son chaos intérieur. Avenir et présent aussi, parce que c'est parce qu'on l'a déjà en nous, donc c'est pas présent présent. et passé. Oui, passé. Ouais, voilà aussi. En fait, c'est ce qu'on était, ce qu'on est, qu'il y a toujours en nous et ce qu'on peut devenir. T'as des idées là? S'écouter soi-même. Si tu veux devenir quelqu'un que tu es déjà, faut s'écouter pour devenir Et aller à la rencontre de soi-même. Se rencontrer. Se rencontrer. Ouais, se rencontrer soi-même, tu vois. Allez. T'as compris? Découvrir ce que j'ai à l'intérieur. Bah, tu mets les 4 prénoms. Non, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a tout le monde. Oui, mais tout le monde n'a pas choisi le même. Donc, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on ne parle que nous, alors qu'il n'y a pas que nous qui est concerné. On n'a pas un avis. On dit que la haine est l'opposé de l'humain. Vous le devrez savoir. C'est pas l'opposé de l'humain, c'est l'être humain qui la provoque. C'est l'être humain qui la provoque, mais c'est l'opposé. En gros, c'est le négatif, vous comprenez? Oui, mais ça veut dire elle est mais le positif, c'est l'amour ou la paix. Vous comprenez? La haine a provoqué par l'humain qui la rejette. Mais c'est pas l'humain qui rejette la haine. Si tous les humains rejetaient la haine, il n'y aurait pas de haine. Sauf qu'il y en a partout en fait. La guerre, c'est la haine. Donc l'être humain, il rejette pas la haine. Je vais tenter de devenir celle qui est déjà en moi. Ok. Et tu vas le faire et tu vas essayer la zone qui est pas comprise dans la phrase. S'il y a des choses où tu te dis mais qu'est-ce que ça veut dire, celle qui est déjà en moi?
C'est qui celle-là? C'est quoi celle-là? Etty, ce qu'elle dit dans cette phrase, c'est justement qu'elle n'est pas résolue. Donc essaye là de redire, ça veut dire quoi? Ça veut dire essaye de sentir ton potentiel. C'est pas juste se cacher par rapport aux autres, prétendre qu'on est quelqu'un d'autre et tout. Ça fait partie, vos réflexions sont justes, mais c'est aussi, il y a déjà en moi, je sais plus qui a dit aussi dans l'inconscient, si il y a des choses que je sais, mais je sais pas que je les sais. Donc je vais tenter de devenir celle qui est déjà en moi. C'est tout le potentiel que je porte en moi. Mais j'ai pas encore accès. Sati, tu me suis? Oui. Alors essaye ça avec cette phrase. Je vais tenter de devenir celle qui est déjà en moi. Ça change. Vous voyez? Donc, on est tous avec une part de gentillesse et de méchanceté égale. Avec le temps et les personnes qui nous entourent, chacune de ces parts prend le dessus sur l'autre. L'exemple de Hitler nous le montre bien. À sa naissance, il ne détestait pas les Juifs. C'est au fil du temps qu'il a forgé son opinion sur eux et sa haine. Les saloperies des uns ne sont pas toutes punies, elles sont donc acceptées, et à force de ne pas être réprimandées, elles s'installent en nous comme une part de notre personnalité qui s'affirme et forge un nouveau caractère. Dans une situation d'autoprotection ou envers des personnes proches, la raison n'intervient plus dans nos choix, provoquant de la méchanceté envers les autres. Alors, on a choisi « La haine n'est pas dans ma nature ». La haine est provoquée par l'humain. On peut dire que la haine est dans la nature humaine. La haine représente le mal et la guerre. Etty, elle a écrit cette phrase dans son petit cahier parce qu'elle rejette la haine, donc la nature humaine. Voilà. Ok. Bon, c'est très bien. En tout cas, ça met des points de suspension là sur ce que vous venez de dire. Elle rejette la nature humaine, donc bon, ça ouvre des possibilités de réflexion, vous voyez, parce que est-ce que c'est vraiment dans... Est-ce que c'est pas dans la nature? Est-ce que c'est dans la nature? Comment je gère ça en moi? Comment je vais développer, je sais plus qui avait parlé de, si c'est vous, l'équilibre entre la bonté et puis cette haine ou cette méchanceté. Qu'est-ce qui influe? Qu'est-ce qui fait que? L'autoprotection, vous aviez dit aussi. Ok, très bien. Bon, eh ben, je vous remercie beaucoup pour ce petit atelier. J'ai prévenu pour Monsieur Robin, il vous attend. Allez, Monsieur Robin, là, il attend les sportifs de haut niveau. Merci, monsieur. Je trouvais ça enrichissant et ça permet de comprendre qui on est en fait, les plusieurs parties qu'on a en nous. Et voilà. Et toi? Moi, je pense qu'une fois après qu'on a vu le spectacle, on va faire un travail sur soi-même, obligatoirement. Ça fait réfléchir. Aujourd'hui, il y a une sorte de nouvelle idéologie scientifique qui veut plus s'encombrer de cet extraordinaire potentiel intérieur, qui veut, cette idéologie scientifique veut tout externaliser, c'est-à-dire traiter à l'extérieur, via les molécules, via les images, enfin via toute une série de béquilles, et puis surtout dans le refus d'un temps intérieur. C'est ça aussi qui me semble extrêmement fort dans la découverte d'Etty, enfin, ce que moi je considérais être sa découverte, c'est-à-dire qu'elle arrive à démontrer qu'il ne peut pas y avoir de vécu du temps extérieur s'il n'y a pas un vécu du temps intérieur. Or aujourd'hui, ce qui me semble menacé, c'est ce temps intérieur, qui semble ne plus avoir sa place, voire même ne pas devoir avoir de place. La méthode nazie a commencé d'ailleurs en 1941. Ils ont créé une organisation juive avec des notables juifs où il a fallu s'inscrire en tant que juif. Donc, encore une fois, c'était pour avoir les adresses de tout le monde. Tout ça, c'était astucieusement fait. Le régime nazi a quand même beaucoup fonctionné sur la bureaucratie, c'est-à-dire
tout l'administratif. Il prenait les noms de tous les gens qui déportaient. Il rédigeait des... Enfin, c'était la bureaucratie, ce qu'on appelle la bureaucratie, mais tournée dans un sens très mortifère. Ouais, exactement. Combien d'argent à votre avis? D'accord. Et en fait, sur cette ligne, c'était 0. 0. Il dépensait rien. Pourquoi? À votre avis? Parce qu'il prenait l'argent de ceux qui se faisaient tuer. Donc, absolument. Vous avez entendu redire? Il prenait l'argent de ceux qui se faisaient tuer. Donc c'était financé par les victimes. C'était financé, tout était financé par les gens qu'ils allaient exterminer. Je vous disais l'autre fois que c'était extrêmement important l'histoire économique là-dedans. Hein, à quel point l'argent et le matériel, c'est pas des idées romantiques, c'est des idées tout à fait concrètes. Parce que les êtres humains, c'était des pièces de rechange. D'ailleurs, quand les grandes usines qui existent toujours et qui ont créé Buna Monowitz, hein, la fameuse usine à Auschwitz, oui. Auschwitz numéro 3, Buna Monowitz. Quand ils commandaient des pièces de rechange, c'était des pièces, c'était des êtres humains. J'ai besoin de 10 000 stucs. On lui a envoyé 10 000 stucs. C'était à ça que Birkenau servait. Ah oui, on a reçu une commande de 10 000 pièces, donc il faut maintenant 10 000 personnes valides, etc., bon, pour devenir des esclaves. Mais je ne savais pas que j'étais à Birkenau. Je ne savais pas que j'étais une pièce de rechange. Ils devaient me façonner en pièce de rechange. Moi, j'ai été mis à droite. Je ne savais pas pourquoi. Parce qu'ils avaient besoin, justement, de réserve. Oui, bien sûr. De réserve. Et alors, ils m'ont envoyé après à Auschwitz numéro 1. Parce que là, ils avaient besoin. Parce que c'était tout ça. Birkenau, Auschwitz numéro 2, était le lieu d'extermination totale. Nous sommes quand même dans une société qui est très dure. Hein. Une société marchande, une société bien sûr de la vente et du calcul de façon permanente. Tout ça demande des forces, des ressources psychiques. Nul ne peut considérer ces crimes comme un particularisme géographique ou une bizarrerie de l'histoire. Au contraire, c'est le XXe siècle qui s'accomplit en ce lieu. C'est même tout le XXe siècle. Si, au dénuement général du monde après-guerre, nous n'avons à offrir que nos corps sauvés au sacrifice de tout le reste, et non, ce nouveau sang se jaillit des plus profonds abîmes de notre détresse et de notre désespoir, ce sera trop peu. De l'enceinte même des camps, de nouvelles pensées devront rayonner vers l'extérieur, de nouvelles intuitions devront étendre la clarté autour d'elles, et par-delà nos clôtures de barbelés, rejoindre d'autres intuitions nouvelles qu'on aura conquises hors des camps, au prix d'autant de sang et dans des conditions devenues peu à peu aussi pénibles. Voilà, d'incarner des personnages qui te disent autrement le contenu du livre. Ça, c'est la force, sur ce plan-là, essentiellement du théâtre. C'est justement qu'un texte peut vivre différemment. Il faut mettre en scène, il y a tout ça évidemment dedans, mais voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, alors, c'est pour ça qu'il faut que vous veniez. Redis-le nous en yiddish. Ah, Werke Mensch, soit un homme, soit quelqu'un de responsable, et responsable, ça veut dire aussi quelqu'un qui considère qu'un mensch, c'est quelqu'un qui vit pour les autres. Voilà, c'est quelqu'un qui ne considère pas que sa vie se limite à lui, mais qui doit exister pour les autres. Voilà. Qu'est-ce que vous saviez, vous? On ne savait rien du tout. On ne savait strictement rien. Enfin, nous, pour la question, on dit, mais enfin, vous vous êtes laissé amener comme ça à l'abattoir, mais comment est-ce qu'on pouvait le savoir? Les grands le savaient. Oui. Les grands qui dirigeaient le monde à l'époque. Roosevelt, Churchill, le pape, tout cela savaient. Parce qu'il y a eu quand même Skansi, qui était un officier polonais qui s'est fait enfermer volontairement. Mais il était aidé par la résistance polonaise pour en sortir. Il a été trouvé, le pape, il a été trouvé Churchill, il a été trouvé Roosevelt. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Mais c'est pas notre priorité. Nous voulons gagner la guerre. On va pas s'occuper des Juifs.
Donc, comment est-ce que nous, petits ouvriers, comment est-ce que nous, on aurait pu le savoir? To the eastern or to the front, and we know that a lot of wood damage was used in this construction of the railway. Rico, ma babushka. Je suis venu chanter mon devoir, toute ma peine, tout mon désespoir. Sans ces putains de guerres, je ne serais pas ici. Moi là-bas, je viens d'un pays qu'on appelle tous la Russie. Ce pays est magnifique, c'est pour ça que j'écris ceci. Pour vous raconter ce qu'elle a vécu, tous les dangers, tout ce qu'elle a encouru. Elle a été déportée par les Allemands. Ils l'ont fait travailler dans ces putains de camps. Ils l'ont envoyée dans une ferme. Et pour manger et boire, il fallait bien qu'elle se la ferme. Plusieurs fois, elle a essayé de s'échapper, mais elle ne voulait pas mourir, elle ne voulait pas se faire tuer. Et grâce à ça, elle a connu mon grand-père, toute sa descendance, et c'est pour ça que j'en suis fier. Je suis peut-être que son petit-fils, mais je sais que ces putains d'Allemands, en tout cas, lui ont serré la vis. Ouais, tout ça, c'est pour ma babouchka, toutes ces personnes qui sont toujours là pour moi. Buchenwald, le camp de concentration de Buchenwald, là c'est pareil, ça a été la quarantaine, si je peux dire. C'est arrivé à Buchenwald, en wagon à bestiaux bien sûr. Nous sommes partis de combien dans des conditions quasiment normales, c'est-à-dire de la paille, 25 ou 30 par wagon, on dit c'est presque la première classe. Et nous voilà partis, mais ça n'a pas été loin. Au bout de quelques heures, le train s'est arrêté. Il y avait eu des tentatives d'évasion, sans doute, pas dans mon wagon de toute façon. Et le train s'est arrêté, on a dit voilà, tout le monde complètement nu, laissez toutes vos affaires comme ça, et on met 3 wagons dans le même. Là, évidemment, le confort, c'était plus ça. Et ça a duré 2-3 jours comme ça, sans boire ni manger, plus de 2 jours. Et je vous assure que l'arrivée, c'était pas ouvrir. Les gens devenaient fous. Là, il fallait rester debout. Celui qui avait le malheur de s'affaisser, ben c'est fini, il n'avait plus de place pour se remonter. Donc, il mourait étouffé. C'était enfin, épouvantable à voir et à entendre. Tout ça s'est passé tellement vite. En pleine nuit, hein, tout ça a duré peut-être 1 heure ou 2. Hein. On nous a séparés, on m'a transformé, on m'a tatoué, on m'a rasé les cheveux, on m'a donné des vêtements de... J'étais tout nu avant de rentrer dans cette usine où on allait me transformer. Et moi, j'avais cette petite photo dans ma poche, je dis, je ne vais pas leur laisser ça. J'ai plié cette petite photo en 8 et je l'ai gardée dans mon poing droit. C'est un miracle, ça. Parce qu'ils ont pris mon bras gauche pour me tatouer. S'ils avaient pris mon bras droit, j'aurais dû ouvrir ma main. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Puisqu'on ne pouvait rien garder de notre vie antérieure, puisqu'ils allaient nous transformer complètement. Pas seulement physiquement, mais il fallait que moralement, que mentalement, on soit transformé aussi en esclave. Puisque le fait, on n'avait plus de nom, on n'avait plus rien du tout, on n'avait plus de cheveux, on n'avait plus de personnalité, on n'avait rien du tout qui nous gardait. Donc... Et vous aviez gardé la photo de Nelly? Moi, j'ai gardé la photo de Nelly parce que justement, dans mon poing droit, j'ai pu le garder parce qu'ils ont pris mon bras. Et après ça, j'ai eu des vêtements, il y avait des poches, j'ai gardé la photo dans cette poche. Et c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie. Parce que moralement, quand j'étais vraiment le plus bas, je regardais cette petite photo. Je regardais cette petite photo et je disais, est-ce que je vais un jour la revoir?
Et j'étais remonté. Vous savez, la résilience, vous savez ce que c'est, la résilience. J'étais chaque fois remonté comme ça. Vous savez, j'avais perdu toute la civilisation. Dans cette période-là, on n'était plus des hommes, on était des numéros. Et imaginez un troupeau de moutons avec un tas de chiens qui tournent autour, et puis vous ne sortez pas là. La protection, c'était d'être au centre. Si vous étiez sur le côté, c'était dramatique. Et donc, j'avais perdu ce sens humain de contact. Je n'osais pas contacter les gens, et eux, apparemment, ne cherchaient pas trop à s'approcher de moi. Il est vrai que c'est très dur de répéter tout le temps mon témoignage, mais je sais que rien ne pourra jamais m'affecter. C'est la seule chose que je peux faire pour les miens et pour l'humanité. Je me suis dit, je le dirai, et je me demande aujourd'hui qui peut me faire peur. Quoi, la mort? Je la connais tellement, je l'ai côtoyée tellement. J'ai été humilié, j'ai tout subi. Rien ni personne n'arrivera jamais à me faire taire. Je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Je préfère m'évanouir devant vous que de me taire. J'ai été humiliée, j'ai tout subi. Rien ni personne n'arrivera jamais à me faire taire. Je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Je préfère m'évanouir devant vous que de me taire. À force de parler de votre histoire à tous les élèves, pas que nous, mais d'autres, est-ce que ça vous fait du bien ou vous avez... Oui, ça vous avez tout à fait raison de me dire ça. Ça fait beaucoup de bien de parler. Et c'est ce que je dis toujours à des amis qui disent « Oh, moi je ne veux pas parler de ça, c'est fini, je ne veux plus en parler, non, ne m'en parle pas, etc. » Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça fait d'en parler. Hein. Il n'empêche que ce sont toujours des moments qui restent en moi, que toute ma vie j'ai traîné avec moi, et je dois dire que je ne peux en parler que depuis quelques années. Même avec vous, j'en parle, et vous savez qu'intérieurement, je tremble. Ça ne se voit peut-être pas, mais je tremble. Parce que dès que je parle de ça, je tremble. Oui. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un pluie où l'on se noie, je rends grâce au Dieu tel qu'il soit, dans mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. C'est un passage d'une lettre, c'est très court. Elle dit ceci, et je pense que c'est vraiment ce qui nous concerne aujourd'hui. Elle écrit ceci. Si nous ne sauvons des camps, si nous ne sauvons des camps où qu'ils se trouvent, que notre peau et rien d'autre, ce sera trop peu. Ce qui importe en effet, ce n'est pas de rester en vie coûte que coûte, mais comment l'on reste en vie. Il me semble parfois que toute situation nouvelle, qu'elle soit meilleure ou pire, comporte en soi la possibilité d'enrichir l'homme de nouvelles intuitions,